Donc, je vais vous parler aujourd'hui des intoxications végétales du printemps. Il faut savoir que au printemps, la nature se réveille et donc un certain nombre de végétaux sortent de terre, ce qui permet, je dirais, d'exposer les écudés à de nouvelles plantes potentiellement toxiques. Donc ce matin, je vais vous présenter un petit peu les plantes toxiques qu'on peut trouver dans la nature au printemps. Si ça devait bien marcher, ça m'arrangerait. Voilà. Donc, on parlera donc de l'épidémiologie générale des intoxications végétales. Je vous ferai un petit signe sur la myopathie atypique, puisque c'est la pleine période du deuxième effet de l'intoxication par les samarres d'érable. Vous avez surtout une intoxication automnale, mais un petit reliquat d'intoxication par myopathie atypique en fonction de la saison précédente lors de la germination des samarres. Ensuite, je vous parlerai des dermites printanières, puisqu'on est vraiment dans un problème émergent, et je prendrai comme plante phare une plante qui est actuellement émergente en France, qu'on dit envahissante, et qui touche actuellement beaucoup le Grand Ouest. Je vous parlerai également d'une plante à syndrome hémorragique, qui est une plante qui défraie la chronique plutôt dans le circum-méditerranéen, et qui a un tableau clinique tout à fait intéressant sur le plan toxicologique, et je dirais, est méconnu généralement par les vétérinaires. Une dernière sorte d'intoxication, ce sera pour vous montrer que ce n'est pas obligatoirement la plante qui est toxique, mais parfois les animaux qu'elle héberge. Donc, nombreuses plantes sont toxiques au printemps. Je citerai en particulier tout ce qui est prêle et fougères qui provoque un syndrome nerveux, mais également l'arrivée des lauriers roses. Les lauriers roses qui sortent de terre réveillent après un hiver un peu passé en dormance, génèrent de nouvelles feuilles, et ces nouvelles feuilles sont extrêmement concentrées en principes toxiques. Vous avez également tout ce qui est floraison de cytisoboure, qui contient un neurotoxique puissant, et puis au niveau des lauriers cerises, à ne pas confondre avec le laurier rose, puisqu'ils s'appellent tous lauriers, et malheureusement n'ont pas tous la même toxicité. Le laurier cerise, lui, est super toxique avant sa floraison, généralement sur les jeunes feuilles, puisqu'il contient des hétérosides cyanogénétiques. Voilà. Donc on est bien dans la période printanière où on a tous les tissus en croissance et donc qui vont générer des risques d'intoxication chez les animaux et en particulier chez les équidés. Alors la myopathie atypique, c'est la germination des samarres. Vous devez être extrêmement vigilant. Plus il y a de samarres qui germent au printemps, ça dure généralement une petite quinzaine de jours. À ce moment-là, le RESP, l'AMAG et Dominique Bossion à l'université de Liège observent un petit pic d'intoxication chez les chevaux au pré, enfin les équidés au pré, chevaux, ânes et poneys, voire zèbres, mais il y a quand même peu de zèbres en France dans les parcs. Voilà. Ensuite, on va parler vraiment de la phototoxicité, c'est-à-dire la dermite de printemps que vous pouvez observer. Alors, ça sera observé surtout sur des animaux à peau claire et dans les zones dépilées. Généralement, ça provoque des lésions de type flictène, prurite, euh, desquamation, rougeur, flush cutanée, et elles résultent de l'exposition à des plantes de la famille des apiacées, donc les ombellifères, les carottes sauvages, et les rutacées qui sont un peu moins courantes en France, mais qui sont représentées par Ruta graveolens, qui est la famille des agrumes. Alors, c'est généralement des plantes jeunes qui sont gorgées de furocumarine qui vont généralement provoquer un maximum d'intoxication, et à partir du moment où la feuille va se sclérifier, elle va disparaître. Alors, ce ne sont pas des petites plantes comme vous le voyez par rapport à la personne de la Frédon, ce sont des carottes sauvages qui font entre 2 à 3 mètres de haut pour le Heracleum mantegazanium, la berce du Caucase, qui est une plante actuellement envahissante. Ce sont des grosses carottes avec des feuilles très développées. On a un représentant autochtone qui est la berce sondile, qui est beaucoup plus petite, beaucoup plus trapue, qui ne dépasse pas le mètre 20. Et puis, on voit au niveau des photos que j'ai chupées à Anaderme, les lésions que ça peut provoquer sur un équidé à peau claire.
Alors, au niveau de la toxicité secondaire, on a vu qu'avec, donc en haut, vous avez une rutagraveolens et en bas un millepertuis, en plus de la berce du Caucase. Généralement, les intoxications qu'on décrit sont des intoxications par contact. C'est-à-dire que l'animal n'a pas obligatoirement mangé la plante, il a pu y goûter, et donc à ce moment-là, on voit s'exprimer au niveau des lèvres l'expression de la toxicité et au niveau de la face. Mais le simple fait d'être en contact, il y a un passage transcutané des furocoumarines. Par contre, pour tout ce qui est millepertuis, qui a aussi le même mécanisme de phototoxicité primaire, là, il faut qu'il y ait ingestion. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plante en elle-même va développer sa toxicité liée à une activation solaire. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que le principe actif pénètre dans l'animal et qu'ensuite l'activation des rayons solaires développe des radicaux libres. Et c'est ces radicaux libres qui vont s'hybrider avec l'ADN des cellules basales de l'épiderme. Et c'est cette nécrose des cellules de l'épiderme et du derme qui va provoquer cette desquamation et cette disjonction. Donc généralement, c'est une action différée. Je me permets de le rappeler puisque dans un rapport ANSES qui est paru début mars, il avait été dit que c'était dans les 15 minutes qui suivaient que les symptômes apparaissaient. Non, là, il faut au minimum 48 à 72 heures. Ce qui fait qu'il faut remonter dans l'historique de l'exposition de l'animal pour découvrir à quoi il a été exposé. Il faut également se méfier, la sève de ces plantes, que ce soit la berce du Caucase ou Rutagraveolens, voire Peucedanum officinale en Corse, qui est une plante aussi de la famille des apiacées, et la sève peut se déposer sur la robe du cheval, et à ce moment-là, c'est généralement le cavalier qui exprime la toxicité, puisque l'homme et le cheval ont le même mécanisme, je dirais, de passage transcutané, ce qui est beaucoup moins marqué dans d'autres espèces, comme les bovins, les ovins, les ruminants, qui ont une peau beaucoup moins perméable à ces substances de la famille des furocoumarines. Alors, il y a une autre une phototoxicité qu'on observe beaucoup chez les chevaux lorsqu'il y a une exposition à une trop grande concentration de trèfle. Alors, généralement, c'est plutôt le Trifolium album, voire les Trifolium repens qui sont à l'origine, mais là, on peut avoir sur des hybridums, des pratincées. Alors là, on ne sait pas exactement le principe actif qui est mis en cause. On suspecte des substances hépatotoxiques. Donc, comme on peut trouver également dans les alcaloïdes pyrolysidiniques, là, je vous ai mis un petit héliotrope européen pour montrer un peu cette toxicité hépatique qui va avoir comme conséquence de bloquer le fonctionnement du foie et de favoriser, lors de la dégradation de la chlorophylle, la résorption des phyloérythrines. Et c'est ces phyloérythrines qui sont des molécules assez volumineuses, de macromolécules, qui, sous l'action du soleil, vont provoquer les mêmes problèmes que l'hybridation des furocoumarines. Je vous ai mis en bas avec ce petit morosphinx qui est un papillon, une plante qui est de plus en plus cultivée dans les espaces verts des villes, qui est très à la mode, qui est l'Antana camara. Alors, dans son pays d'origine, c'est une plante qui est extrêmement connue pour sa toxicité dans tous les animaux de rente, donc bovins, ovins, caprins, équins. En France, pour l'instant, elle reste confinée dans les jardins d'amateurs et les espaces verts publics, mais néanmoins, c'est une plante qui très facilement peut s'exfiltrer et se retrouver dans des pâtures, soit sous forme de plaies de taille, soit autres. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est confronté à une intoxication? Bon, c'est pas bien passé, le texte. Alors, quand vous avez un animal qui photosensibilise, phototoxique, il va falloir le soustraire à l'action du soleil. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les territoires cutanés sont extrêmement mal irrigués et donc l'élimination va être extrêmement longue. Généralement, on estime qu'il faut au minimum 15 jours à 3 semaines pour éliminer une furocoumarine fixée au niveau du cutané. J'ai des exemples surtout chez les moutons intoxiqués à la rutagraveolens où il a fallu 3 semaines au fond d'une mine avec du foin et de l'eau pour arriver à diminuer l'incidence et la réémergence de radicaux libres. Un cheval intoxiqué au trèfle a nécessité 4 mois de retrait de la lumière solaire, c'est-à-dire que les animaux étaient toute la journée confinés au paddock et la nuit étaient sortis, ce qui est quand même une certaine contrainte pour les animaux et pour les exploitants. Une autre plante qui est tout à fait intéressante, c'est la férule. La férule, c'est une plante méditerranéenne
C'est une plante qui n'est pas tellement développée, mais qui s'installe de plus en plus au contact avec des équidés, surtout des équidés de club hippique, voire des équidés qui sont utilisés dans de nouvelles activités, qui sont l'écopastoralisme ou le sylviopastoralisme. C'est-à-dire qu'on utilise des équidés pour ouvrir le milieu, ouvrir le maquis, prévenir les incendies. Et là, on se retrouve à exposer les équidés à un toxique qui, généralement, ils ne connaissent pas et qui, en plus, a une toxicité différée. C'est-à-dire que la férule, elle ne va pas avoir une action immédiate. Il va lui falloir le temps d'épuiser les facteurs de coagulation pour exprimer sa toxicité. En outre, c'est une plante qui, sur le circumméditerranéen, n'est pas équivalente. C'est-à-dire que tout le circumméditerranéen héberge des férules, mais certaines férules sont toxiques et d'autres pas. Je le montrerai sur une carte plus tard. Les variations en concentration en principe toxique sont éminemment variables, avec des paramètres que pour l'instant on ne maîtrise pas totalement, mais qu'on suspecte être liés à l'exposition des végétaux à des bioagresseurs. Alors quand je parle de bioagresseurs, je pense à des actions de macro-mammifères, mais également d'insectes, de champignons, voire les conditions météo qui, une plante qui par exemple subit du vent et du gel, ou de la pluie et de l'humidité, peut déclencher une surproduction du principe toxique. Le tableau qui sera observé avec cette plante, qui est une grosse carotte qui fait entre 90 et 100 cm de diamètre à la base, et avec une lampe florale qui peut monter jusqu'à 3,50 m, 4 m, c'est un tableau qui va se manifester et les signes d'appel vont être muqueuse porcelaine et généralement des hémorragies, c'est-à-dire des ecchymoses, voire du sang qui s'écoule par les grandes cavités, généralement au niveau des naseaux et au niveau du rectum, voire de la vulve. Alors voilà, là je vous ai mis un peu les territoires concernés par la férule. Alors, il y a surtout à l'est du Rhône, toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en particulier toute la région de Toulon, Hyères, mais également jusqu'à Brignoles et un petit peu le massif de la Sainte-Baume et des Calanques de Marseille. Mais néanmoins, c'est surtout au niveau de Toulon, Hyères, qu'on a la plus grosse population de férules à caractère toxique. Après, on a une autre férule qui est Ferula, alors là c'était Ferula communis pour hier. On a une autre férule, c'est Ferula communis microcarpa, qui touche plutôt les corbières et le roussillon, qui elle est un petit peu moins concentrée, qui généralement dans les conditions normales de croissance ne développe pas une toxicité élevée, mais elle est assez modérée. Mais par contre, dans certaines conditions météo, généralement un automne assez pluvieux, elle va pouvoir sortir de terre avec 2 à 3 mois d'avance et à ce moment-là subir l'hiver et à la sortie de l'hiver avoir une toxicité similaire à sa cousine Communis communis. Donc on a Communis communis et Communis microcarpa qui sont toxiques, mais par contre toutes celles qui sont cernées dans la zone bleue, c'est-à-dire les alentours de Béziers, Montpellier, Nîmes et en remontant jusqu'au cirque de Navacelles et dans les gorges de l'Ardèche, là on est sur une Ferula glauca et la Ferula glauca ne contient pas le principe toxique. Donc résultat, dans ces zones-là, les animaux peuvent consommer la plante sans présenter un tableau hémorragique. Et l'autre territoire qui est le site emblématique pour l'intoxication à la férule, c'est toute la Corse. Et là, toute la Corse est concernée, à l'exception du rocher de Bonifacio, puisque sur Bonifacio, c'est plus une Ferula communis, mais une Ferula arrigoni. Moi, ça, c'est juste anecdotique. Ce qu'il faut voir, c'est que toute la zone qui est noire, grisée, c'est-à-dire Désades Agriates, tout le bassin, Cargès, Galéria, Porto et tout l'Alta Rocca en Corse, est concerné par l'intoxication par cette plante. Alors, il y a une autre plante qui provoque un tableau hémorragique dont vous entendez peut-être un peu plus parler que la férule, mais qui est beaucoup moins en incidence en France, parce que le mélilo, qui est à l'origine de cette intoxication, n'est pas une plante considérée comme fourragère en France, mais comme une plante adventice. Donc là, de toute façon, le mélilo, on suspecte qu'il a une toxicité intrinsèque, c'est-à-dire qu'il contient un tout petit peu de dicumarol, mais c'est surtout l'intervention d'une moisissure, généralement un aspergillus, qui va
induire la production de dicumarol à des doses qui permettent à la molécule de devenir toxique. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'élimination du dicumarol par rapport à la molécule de la férule est beaucoup plus faible puisqu'elle est très rapidement éliminée par le métabolisme de l'animal. Et en plus, c'est une molécule qui est très volumineuse, donc qui inhibe beaucoup moins les récepteurs de l'enzyme qui régénère la vitamine K1. Il existe une antidote pour ces intoxications qui sont le traitement de toutes les intoxications aux anticoagulants, que ce soit des anticoagulants synthétiques ou naturels. C'est la vitamine K1 à des doses qui seront vues par le vétérinaire. Alors, il faut savoir que ce sujet de la férule, c'est vraiment le sujet de recherche de notre unité de recherche à l'école vétérinaire de Lyon. Et donc, actuellement, dans le cadre du projet de recherche, on prend à la charge de notre unité tous les dosages dans les matrices animales, que ce soit le sang, le lait et les foies. Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, la molécule passe dans le lait et donc de ce fait, l'animal adulte intoxiqué, femelle, va contaminer son produit, son petit, via le lait. Alors, on travaille également sur quelle dose d'antidote. On essaye de prévenir les accidents. Et puis, ce qu'on a noté, c'est qu'en Corse, comme les animaux sont exposés de longue date à cette plante, il apparaît que certains animaux de race corse auraient développé une résistance génétique, probablement. Voilà, on fait des cinétiques, etc. Voilà. Là, je voulais vous illustrer un petit peu le souci, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'une plante est toxique qu'une plante non toxique peut également présenter un danger pour les équidés. Et là, je voulais l'illustrer avec les chenilles processionnaires, puisqu'actuellement, on a une progression des chenilles processionnaires, et en particulier celle du pin, parce qu'il y a aussi celle du chêne, mais celle du chêne est de moindre importance, puisque généralement, les chenilles descendent rarement au sol. Par contre, les chenilles processionnaires processionnent au sol, libèrent leur soie urticante, résultat, l'air contaminé peut intoxiquer des chevaux. On a régulièrement des atteintes ou labiales ou linguales chez le cheval, et avec des nécroses plus ou moins marquées, puisqu'il faut savoir que la chenille, les soies sont considérées comme des harpons, se plantent dans les tissus mous et libèrent une protéine histaminolibératrice, mais surtout qui provoque une nécrose de desquamation de type projection de microgouttes de soude caustique. Alors on voit que la plante progresse dans des territoires de plus en plus à une forte densité équine, en particulier je pense à la Normandie, etc. Et puis on monte également en montagne de plus en plus. Bon, est-ce une réaction au réchauffement climatique? Ça, l'Hydra ne le sait pas encore. On est en train d'essayer de le démontrer. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que les plus belles progressions des populations de chenilles processionnaires du pin sont généralement le fait des plans de végétalisation faites par les hommes. C'est-à-dire que, par exemple, le long de l'autoroute A28 entre Le Mans et Caen, actuellement, les plantations de pins ont fait progresser d'une soixantaine de kilomètres le front des populations de chenilles processionnaires. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir au niveau des intoxications végétales du printemps, c'est surtout qu'on est sur des plantes en croissance et en émergence, c'est-à-dire des nouvelles plantes. Donc, par exemple, tous les animaux qui vont être exposés sont des chevaux qui vont être mis au pré ou des chevaux qui vont être mis dans de nouvelles pâtures ou de chevaux venant de territoires dont ils ne connaissent pas la botanique. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les animaux apprennent, à leur dépens généralement, la connaissance des plantes toxiques. Donc, on va voir émerger également lié au réveil de la nature et des plantes ensoleillées. Et puis, quand on veut s'intéresser aux plantes toxiques dans un territoire, il faut absolument connaître la végétation naturelle et normale du local, mais également connaître quelles sont les plantes qui sont en train de s'introduire. Il y a deux plantes qui s'introduisent actuellement en France, qu'on appelle plantes envahissantes. On a cité tout à l'heure la berce du Caucase, et la deuxième qui s'introduit également le long des axes de circulation, c'est le Sénécio inequidens. Sénécio inequidens, c'est le sénesson du Cap. Et là, on a le sénesson du Cap, c'est hépatotoxique. La berce du Caucase, c'est phototoxique. Et donc, ce sont des plantes qu'il faut absolument visualiser, puisqu'à ce moment-là, ce sont des plantes qui viennent de pays autres et pour lesquels les animaux n'ont peut-être pas encore la connaissance. Et puis surtout, ce qu'il faut se méfier, c'est quand on utilise des chevaux dans des activités nouvelles
comme l'uco ou silviopastoralisme, c'est de limiter la consommation des refus, parce que souvent on voit arriver les incidents lorsqu'il n'y a pas grand-chose à manger ou qu'on essaye de forcer les animaux à ouvrir les milieux. On le voit beaucoup dans les territoires de prévention d'incendie, où on demande au cheval de pénétrer le milieu, donc de manger des végétaux qui habituellement ne seraient pas consommés, et résultat, on le fait rentrer parfois dans la zone à risque. Voilà. Ce que je peux aussi vous dire, c'est que toute l'année, 24 heures sur 24, 365 jours par an, les centres antipoison vétérinaires de France vous accueillent, soit au niveau du CNITV de Lyon, soit au niveau du CAPAE Ouest. Et donc là, vous pouvez tout à fait poser vos questions et théoriquement, vous devriez obtenir dans un délai raisonnable, en fonction de la nature de la question, une réponse pertinente. Voilà. Je vous laisse également contacter le reste ou l'UFCE, toute question qui vous viendrait dans les semaines à venir et qui les feront suivre soit au centre antipoison, soit à moi-même pour essayer de vous apporter la meilleure réponse. Les prochaines webconférences de l'IFCE seront les équidés et les troubles anormaux de voisinage, euh, le 11 avril, le 16 avril du travail aux longues graines au travail monté, le 18 avril, l'indice génétique saut d'obstacle chez le poney. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. J'aimerais vous